Alors on nous a dit il n'y a pas de femmes dans ce programme. Bon, on en a une, et quelle femme, chercheuse en biologie moléculaire à l'origine, et puis qui s'est finalement tournée vers les états modifiés de conscience, qui a créé le centre Noesis à Genève, qui est devenu l'Institut suisse des sciences noétiques aujourd'hui. Claude-Charles Fourier est psychothérapeute, et il a accompagné donc Sylvie dans ce travail de recherche, qui a été mené largement avec Nicolas Fraisse, qui est un régional de l'étape. Et qui donc produit un certain nombre de phénomènes qui nous fascinent et qui vous fascinent aussi, j'imagine, mais qui sont relativement courants en fait dans plein de traditions spirituelles. Donc ça nous amène à parler de spiritualité aussi. Donc on va faire un petit peu le bilan de ces recherches et voir un petit peu aussi quelles sont les perspectives. Peut-être qu'on peut justement rebondir en fait sur ce qui a été dit à l'instant à propos d'âme. Puisque on dit l'âme, la notion d'âme revient en science. Il y a des scientifiques, des psychiatres qui parlent d'âme. Est-ce que c'est un mot qui vous gêne ou c'est un mot que vous utilisez vous? Peut-être Sylvie. Nous, toujours pas tellement. C'est un mot qui a une connotation quand même très très forte. Nous, on préfère parler de conscience, qui est un terme beaucoup plus neutre. Mais après, bon, c'est des questions de vocabulaire. C'est pas non plus très très important. C'est-à-dire que c'est un mot qui est connoté au point de vue religieux. Quoi, c'est voilà, un peu ça le bien problème. sûr, tout de suite, pour un scientifique, ça bloque automatiquement. Donc, dès qu'on parle d'âme, donc moi je suis souvent en contact avec les milieux scientifiques, donc j'évite ce type de vocabulaire. Et toi, Nicolas? Non, moi non plus, j'utilise pas trop ce type de vocabulaire. Toujours justement dans cette idée de pas coller d'étiquettes, j'essaie toujours de trouver des mots les plus neutres possibles quand je parle de mes expériences et de ce que je vis. De tout ça, d'essayer de trouver des mots qui ont le moins de connotations possible. C'est pour ça que le mot conscience, après on peut y coller plein d'adjectifs autour, c'est ça qui est bien, ça me semble plutôt pas mal. Ouais. D'accord. L'idée, sinon le concept, le fait qu'on aurait quelque chose qui s'apparenterait à l'âme, qui serait une parcelle d'une conscience universelle, après il y a effectivement plein de termes interchangeables, qui est quelque chose, donc je parlais d'Alaya ce matin, une parcelle d'âme universelle en nous, ça j'imagine que vous êtes d'accord avec ça. Alors oui, mais alors ça sera plutôt une partielle de conscience alors. Okay. Alors, Nicolas, on va commencer quand même avec toi. On va se tutoyer parce qu'on se connaît bien quand même. Je pense qu'il faut qu'on précise les phénomènes dont on parle. On parle d'expérience hors du corps. On parle en anglais donc out of body experience, expérience de sortie du corps. On parle de phénomènes de vision à distance, dont on a parlé ce matin déjà avec Fabrice. On parle de phénomènes de clairvoyance, qui est parfois assimilé à la vision à distance. On parle de clairaudience. Il y a encore d'autres phénomènes que tu produis, notamment en termes de soins, de thérapie, etc. On peut peut-être l'aborder également. Comment est-ce que toi, tu définis, tu distingues ces différents phénomènes finalement ? Alors, comment distinguer ces différents phénomènes pour moi ? Déjà, en ce qui concerne la sortie hors du corps, le phénomène de sensation de sortie hors du corps, j'ai la capacité, depuis que je suis petit, à avoir cette possibilité d'avoir la sensation qu'une partie de moi peut se décaler de mon corps et partir dans un endroit où ce dernier ne se trouve pas. Donc ça me permet d'être pleinement conscient dans un autre endroit que l'endroit où se trouve mon corps. Ça, c'est la sortie hors du corps. J'ai plus de notion d'être dans mon corps ou dans le lieu où se trouve mon corps, mais dans le lieu où cette partie de conscience, cette parcelle de conscience, va se projeter. Après, les phénomènes de vision à distance ou de remote viewing, ça a été très bien expliqué par Fabrice ce matin. Je l'ai cherché. Et ça a été très bien expliqué. Donc, je pars d'une sorte de souvenir ou effectivement, exactement comme elle l'a expliqué, de l'étape 1. Pour moi, c'est plutôt un souvenir, généralement, parce que lorsque je fais une vision à distance, c'est dans un endroit que je connais déjà. Je pars d'un souvenir, et puis après, tout autour se construit en fait la scène. Et ma conscience ne se projette pas dans l'endroit, mais j'ai plutôt l'impression que c'est l'endroit qui vient et qui se superpose à ce que mon regard perçoit sur le moment présent. En fait, c'est non pas une partie de ma conscience qui va vers l'endroit, c'est l'endroit qui vient à moi.
Après, il y a les phénomènes. Tu as... Alors, je parlais de clairvoyance aussi, c'est la même chose, clairvoyance pour toi ou pas? Alors, plus ou moins dans le sens où là, on est à la fois dans l'espace et dans le temps. Donc, des phénomènes de clairvoyance, on va dire que je les explore avec Sylvie et Claude Charles. Enfin, on va les explorer plus avant scientifiquement. Pour l'instant, c'est vrai on s'est plutôt focalisé sur les expériences de sortie hors du corps. Mais ça, Sylvie en parlera un petit peu mieux. Mais voilà, pour moi, les expériences de clairvoyance, c'est à la fois un déplacement dans l'espace et dans le temps. Et il y a également la clairaudience, donc on peut dire juste un mot, on va y revenir. Et la clairaudience, oui, c'est quelque chose qui s'est invité dans nos recherches il y a peu, où en fait, lors justement d'expériences de clairvoyance, c'est passé un phénomène de clairaudience où j'ai entendu des voix, un concert de voix, qui me donnaient des réponses à certaines questions et à une recherche d'images dans des enveloppes cachetées. Oui. Alors, donc juste pour conclure, sur cette partie-là, phénoménologique, quoi, comment tu vis ça, l'OBE, l'expérience hors du corps, il faut dire que très vite, très jeune, tu as été convaincu que c'était une expérience réelle, c'est-à-dire que tu sortais vraiment de ton corps, que tu pouvais aller voir des scènes lointaines à distance et que tu revenais et que tu étais capable de confirmer en fait l'information que tu avais eue. Donc ça se passait quand tu étais à l'école, quand tu t'ennuyais ou ce genre de choses. Tu as été très vite convaincu de la réalité du phénomène finalement et tu pensais que tout le monde le vivait. Ah oui, c'est ça. En fait, pour moi, quand j'étais enfant, c'était normal. On était à un endroit, on s'ennuyait, on allait en penser, voir ce qui se passait dans un autre endroit. Et plus tard, moi, je me suis rendu compte que, a priori, tout le monde ne faisait pas ça. Quand même, j'étais plutôt un cas à part. Et donc, j'ai cherché à vérifier les choses. C'est-à-dire que lorsque je voyais quelque chose à distance, ce qui se passait chez mes parents, chez ma grand-mère ou quoi que ce soit, je l'ai vérifié a posteriori pour être sûr de ne pas avoir rêvé la chose. Et c'est comme ça que j'ai acquis justement cette envie de toujours vérifier ce que je vis. Et c'est pour ça aussi que je fais ces protocoles de recherche avec Sylvie et Claude Charles pour essayer d'objectiver ce que je vis. Alors Claude Charles, peut-être un mot sur les définitions ou sur ce qui vient d'être dit? Oui, alors il faut savoir que Nicolas, c'est quand même un cas particulier. Et que au niveau de l'OBE, rien que lui-même a plusieurs façons de sortir de son corps et de vivre le phénomène. Donc c'est pas vraiment une référence. Alors il faut savoir que chacun d'entre nous a quand même cette capacité, sauf que la différence, elle est d'en avoir conscience ou pas. Et souvent, dans notre sommeil, nous sortons de notre corps, mais nous n'en gardons aucun souvenir. Et ce qui fait la différence avec les gens qui peuvent s'en rappeler, c'est justement que ça se passe à un moment où ils sont quand même quelque peu réveillés, c'est-à-dire à l'endormissement, au réveil, lors d'insomnie, ou alors ceux-là pourront éventuellement s'en rappeler. Alors, quand on n'est pas coutumier du fait, c'est sûr qu'on a tendance à un peu se mélanger avec la réalité ou pas. Et puis, par contre, les personnes qui vivent ça dans la journée, eux, ont vraiment la conscience de vivre le phénomène. Et si c'est justement par rapport à un événement traumatisant, le phénomène devient d'autant plus traumatisant à vivre. Et c'est là où ça peut se compliquer. Oui. Alors, moi, j'avais lu justement que le traumatisme, ça pouvait être aussi un facteur déclenchant, en fait, que dans l'enfance, si on avait subi des abus, des traumatismes, des violences diverses et variées, c'était un mécanisme de défense qui se mettait en place. C'est pas exclusif, oui. Mais oui. Il peut y avoir un terrain favorable. Souvent, d'ailleurs, nous, on constate à travers toutes les personnes qu'on peut recevoir que souvent, les traumatismes de l'enfance ont permis aux personnes, pour échapper un peu à la souffrance sujette à ces souffrances, de pouvoir développer des capacités de dissociation et de décorporation. Alors Sylvie, l'expérience de hors du corps, c'est aussi très souvent la première étape finalement d'une expérience de mort imminente. C'est comme ça que toi tu t'y es intéressé à la base aussi, parce que tu voulais, c'est la partie de l'expérience de mort imminente finalement qu'on peut justement chercher à objectiver. C'est comme ça que ça a débuté toutes ces recherches?
Oui, parce que moi j'ai découvert il y a maintenant 25 ans les expériences de mort imminente et ça m'a tout de suite fascinée en tant que biologiste, puisque j'étais surtout étonnée que ça suscite pas plus d'intérêt dans les milieux scientifiques qui étaient les miens. Et donc j'ai créé ce centre dont tu as parlé, Noésis, en 99. Et assez vite, j'ai rencontré des gens comme Nicolas qui vivaient ce phénomène de sortir du corps, mais sans situation de mort imminente. Et donc là, je me dis, effectivement, il y a le moyen, tout d'un coup, de pouvoir objectiver cette phase de l'expérience, parce que l'expérience de mort imminente, la plus grande partie, on ne peut pas la distinguer d'un rêve ou d'une hallucination. Enfin, voilà, on entre dans quelque chose de complètement subjectif, alors que cette étape de la sortie hors du corps, voilà, il y avait moyen de mettre en place tout un protocole vraiment scientifique, rigoureux, pour essayer de vérifier la réalité du phénomène, voir si on était justement on avait affaire à quelque chose qui était de l'ordre de l'hallucination ou bien si on touchait à quelque chose d'autre. Donc c'est vrai que depuis le début, moi c'était mon rêve, c'était un jour de pouvoir réaliser cette expérience dans des conditions de laboratoire. Sachant qu'il y a eu des recherches là-dessus aux États-Unis, mais c'était pas vraiment probant, quoi. Il y a Charles Tart notamment qui avait fait des recherches dans les années 60, et c'était toujours très controversé. En fait, la problématique, c'est vraiment comment construire un protocole qui soit suffisamment solide et qui soit acceptable par la communauté scientifique, quoi. Le problème continue à se poser aujourd'hui. Il y a plusieurs questions. Alors, il y a le protocole, effectivement, mais ça, je pense que même dans les années 60, ils auraient certainement eu les moyens de le faire. Mais il faut trouver le bon candidat. Et ça, nous, ça a été vraiment la plus grosse difficulté. On a mis du temps avant de rencontrer Nicolas. C'est que trouver quelqu'un qui est capable de le faire avec dans des circonstances justement d'expérience, avec des gens qui l'observent, avec une certaine pression, qui va être capable de le faire à la demande, au moment où voilà, il faut que l'expérience se passe. Ça, c'est très difficile. Et puis, ça, justement, du coup, ça nécessite vraiment un investissement de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et même dans les années 60, c'était toujours des expériences un petit peu isolées, ça marchait. Charles Tart a eu des résultats assez intéressants, mais ça s'arrêtait parce qu'il fallait aussi que le candidat soit prêt à donner beaucoup de son temps. Et ça a été le deuxième gros avantage avec Nicolas, c'est qu'il était vraiment intéressé par participer à un projet de recherche. Il avait cette curiosité d'essayer de comprendre ce qu'il vivait, de faire avancer les choses, et donc il était prêt à vraiment à venir aussi souvent qu'on lui demandait de le faire à Genève, et de passer des heures et des heures à essayer d'aller voir ce qui se passait dans la pièce d'à côté, avec des objets qui n'étaient pas forcément passionnants. Je ne sais plus qui a dit ce matin, c'était Fabrice justement, qu'on leur demandait à ces pauvres candidats des fois de faire des choses qui n'étaient quand même pas très très stimulantes. Et d'ailleurs, l'enjeu était aussi d'essayer des fois de stimuler Nicolas à se prêter à ce qu'on lui demandait. C'était dur aussi des fois pour les accompagnants, parce que des fois, un léger assoupissement pouvait gagner toute l'assemblée. Voilà. Oui. Tout le monde s'endormait, surtout dans l'après-midi. Il y a eu quelques séances mémorables où... parce que là, on les compte plus. Il y a un facteur de motivation, il y a un facteur d'intérêt pour le sujet. Enfin, on va y revenir parce que ça devient vite lassant. Voilà. C'est-à-dire que si ça marchait tout de suite, mais c'est ça, ça marche pas tout de suite. Ça dit beaucoup de choses aussi, justement, de la nature du phénomène lui-même. Hein. Donc, dans ce livre, Voyage aux confins de la conscience, dont on a vu la couverture tout à l'heure, vous faites la synthèse donc de 10 ans de recherche. Est-ce que tu peux nous résumer quand même les résultats principaux qui ont été obtenus pour les gens qui connaisseraient pas ce travail sur le sujet donc de l'expérience hors du corps? Ouais. Retracer un petit peu justement quel était le protocole mis en place et quels ont été les résultats obtenus.
Donc dans ce livre, Voyage aux confins de la conscience, dont on a vu la couverture tout à l'heure, vous faites la synthèse donc de 10 ans de recherche. Est-ce que tu peux nous résumer quand même les résultats principaux qui ont été obtenus pour les gens qui connaisseraient pas ce travail sur le sujet donc de l'expérience hors du corps. Ouais. Retracer un petit peu justement quel était le protocole mis en place et quels ont été les résultats obtenus. Alors le protocole, il était je vais le décrire quand même brièvement, mais disons qu'on a fait en sorte qu'il soit complètement informatisé pour justement limiter le maximum toute intervention humaine, tout biais humain. Donc ça se faisait dans 2 pièces, une pièce où on se tenait avec Nicolas, qui était des fois assis, des fois allongé sur un matelas. Dans cette première pièce, il y avait un ordinateur qui était connecté à un deuxième ordinateur qui se trouvait dans la pièce d'à côté, qui était la pièce cible, qui était une pièce fermée à clé, les stores étaient baissés. Et dans ce deuxième ordinateur, il y avait une base de données d'images. À l'époque, il y avait 200 images. Et quand on appuyait depuis le premier ordinateur, en fait, on lançait un programme sur le deuxième qui allait choisir aléatoirement une image dans cette base de données et qui la projetait sur un écran. Ce qui veut dire qu'au moment, donc c'est ce qu'on appelle justement un protocole en double aveugle, au moment où on lançait la procédure, personne ne savait ce qui était projeté dans la pièce d'à côté. Et nous, enfin Nicolas, ça c'est sûr, mais nous non plus. Et donc ça, c'est une précaution qui est assez basique en sciences, qui permet justement de ne pas, des fois sans le vouloir même, hein, l'expérimentateur peut influencer le candidat au moment où il va faire son choix. Voilà, par une communication non verbale, des expressions, une façon de respirer, une façon de se tenir, etc. Et puis voilà, dans le cas de Nicolas, par la suite, ce que tu l'as pas dit, mais il a aussi des capacités télépathiques. On s'est rendu compte que c'était vraiment une condition qui était extrêmement importante, donc on était content de l'avoir prise. Et puis donc voilà, on lançait la procédure. Nicolas devait essayer de sortir de son corps, d'aller dans la pièce d'à côté, de voir l'image, de revenir. À ce moment-là, quand il revenait à lui, on lui demandait de nous raconter ce qui s'était passé. Et une fois qu'il nous l'avait dit, on rappuyait sur l'ordinateur qui lui présentait 20 images, parmi lesquelles se trouvait l'image cible. Et là, il devait formellement identifier l'image, voilà, pour que ce soit pas non plus simplement, il n'y ait pas de biais d'interprétation. Il devait vraiment que c'était des réponses binaires, quoi. C'était juste ou faux, ce qui nous permettait par la suite de faire des calculs de probabilité pour pouvoir exclure qu'il trouve la bonne réponse par hasard. Donc, une fois qu'on a mis en place, c'était assez long de mettre en place cette procédure. Ensuite, il a fallu, comme on l'a dit, trouver le bon candidat. Ensuite, préparer ce candidat. Enfin, il y a toute une relation de confiance qui s'est établie avec Nicolas. Et une fois que tout ça a été en place, on a pu faire l'expérience 40 fois, vraiment dans ces conditions, vraiment là, très, très contrôlées. Et là, Nicolas a identifié correctement l'image cible 7 fois. Alors quand je le dis comme ça, on se dit 7 fois sur 40, c'est pas énorme, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les 33 autres fois, ce n'est pas que Nicolas est revenu et a choisi une mauvaise image, il est revenu en disant « je ne peux pas faire mon choix parce que j'ai pas vu l'image parce que j'ai pas réussi à sortir de mon corps ou j'ai pas réussi à aller dans la pièce parce que le gros problème c'était qu'il aille justement au bon endroit parce qu'en général Nicolas partait très très loin mais pas où il fallait. Il va nous dire ça, ouais. Parce que faut dire que aller voir l'image d'une crevette qui est projetée dans la pièce d'à côté, c'est pas hyper motivant. On a fait mieux que ça. Il y a mieux que ça quand même. Il y a mieux que des crevettes, c'est vrai. Tu vas nous donner des détails après. Et donc, voilà, ou des fois, tu étais dans la pièce, mais voilà, il arrivait quand même pas à voir l'image. Donc, ce qui veut dire que chaque fois qu'il est revenu, qu'on lui a demandé de nous décrire ce qui s'était passé, il a dit effectivement, je suis sorti de mon corps, j'ai vu une image. C'est cette fois-là, il l'a identifié correctement. Donc, sur les fois où il a pu faire le test, on peut dire que c'est un 100% de réussite, ce qui est quand même extrêmement puissant comme résultat. Et malgré tout, tout le monde n'est pas convaincu par ce résultat. Ah, bien sûr. Est-ce que toi, tu considères, avec Claude Charles, est-ce que vous considérez que vous avez démontré la réalité du phénomène ou pas ? Alors, pour nous, oui, parce qu'en plus, ça s'inscrit dans ces 10 années de recherche où il y a eu plein d'autres cas et d'autres circonstances dans lesquelles Nicolas nous avait fait des trucs incroyables. Malheureusement, c'était pas enregistré. Malheureusement, on n'a pas eu de traces. Donc voilà, pour nous, le phénomène, il est démontré. Après, d'un point de vue strictement scientifique,
la science, voilà, elle est basée sur la reproductibilité, donc c'est sûr qu'il faudrait refaire cette expérience, déjà avec certainement d'autres candidats, mais aussi simplement avec Nicolas et une autre équipe de recherche dans un autre matériel, un autre endroit. C'est sûr que ça nécessiterait d'être refait. Et moi, je ne suis pas étonnée. Moi, j'aurais entendu ça de la part d'autres gens. Je ne vois pas pourquoi on nous croirait, sincèrement. On n'a que notre bonne foi. Donc, c'est déjà beaucoup, hein. Oui, mais je veux dire que pour les gens qui sont Vous avez sceptiques, pris des précautions avec des huissiers, avec des gens aussi qui ont supervisé quand même tout ça. Oui, alors dans ce cas-là, par contre, pour cette expérience-là, il n'y avait pas d'huissier. On en était encore, si tu veux, à la phase préparatoire. Et nous, on s'était dit, ben voilà, maintenant, ça marche bien, on va passer à la phase officielle, on va inviter des neuroscientifiques, des gens extérieurs à notre équipe pour attester du phénomène. On voulait des observateurs externes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, ben voilà, on n'a plus de fonds et on a dû tout arrêter. Et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre, un peu c'était un peu une façon de lancer un pavé dans la mare et dire, ben voilà, il faudrait continuer, mais nous, on n'a juste plus les moyens, il faut qu'on soit soutenus, il faut des collaborations. Et c'était une manière de pouvoir aller plus loin. Mais c'est vrai qu'on nous a souvent dit, mais pourquoi vous n'avez pas publié? Mais simplement parce que ce n'est pas publiable. Je veux dire, dans l'état actuel, nous, on est un organisme privé, on n'est rattaché à aucune université. Publié, sous-entendu un article scientifique. Voilà, dans une revue, un comité de lecture. Moi, je sais comment se passe la recherche. On sait que, on l'a dit ce matin, redit, ce serait une bombe. Je veux dire, dans le domaine scientifique, tout l'édifice des neurosciences s'écroulerait avec quelque chose comme ça. Ça va pas être accepté avec un grand sourire. On dit, ah ben bien sûr, on va publier votre article. On sait bien, on va au casse-pipe. Donc ça ne passerait pas la première barrière d'un comité de lecture. Donc maintenant, ce qui est vraiment nécessaire, c'est de pouvoir refaire cette expérience avec des observateurs, avec une autre équipe, sous forme d'une collaboration, pour voilà, déjà vérifier que c'est reproductible encore dans d'autres conditions. Et puis, et peut-être avec des données complémentaires d'imagerie cérébrale ou ce genre de choses, ça serait l'idéal. Alors l'idéal, parce que ce qu'on dit souvent, c'est que avec cette expérience, ce qu'on a montré, enfin à notre échelle, ce que nous on estime, c'est qu'on a montré qu'on n'était pas dans le domaine de l'hallucination. Il se passe bien quelque chose. Nicolas est capable de rapporter des informations d'un lieu où il ne se trouve pas physiquement. Donc des informations qui ne passent pas par ses 5 sens. Par contre, on n'a pas prouvé la sortie hors du corps. Je veux dire, même si lui, il vit différents phénomènes, et d'un point de vue phénoménologique, il va les décrire de façon différente, que ce soit l'OBE, la vision à distance, la clairvoyance, pour lui, c'est des phénomènes vraiment différents. Nous, objectivement, on ne peut pas faire la différence avec notre protocole. On n'est pas capable de dire est-ce qu'il les a vus. Voilà, alors on peut exclure la télépathie, ça c'est sûr, mais on ne peut pas exclure que c'est pas une vision à distance ou à la rigueur une clairvoyance. Donc après, il y aurait tout un panel d'autres expériences complémentaires pour essayer de vérifier qu'il y a effectivement quelque chose qui peut être mis en évidence, par exemple dans la pièce d'expérimentation, dans la pièce cible, voilà, qui n'est pas là quand Nicolas ne s'y trouve pas. Oui, non, je voulais juste dire que pourtant c'est un phénomène qui est avéré. Si on se place sur le plan de l'humain, c'est vraiment quelque chose qui est actuellement complètement considéré comme une réalité. Le problème est toujours de faire coïncider une vision scientifique avec la réalité de l'humain. Oui, de toute façon, ça se rapproche de la transe chamanique aussi, puisque justement, Corinne Sombrin, qui est quelqu'un que vous connaissez sûrement, qui est chamane aujourd'hui, qui était auteur, musicologue et tout ça, elle s'est prêtée à des expériences de neurosciences où on l'a mise dans le scanner, on lui a demandé de reproduire l'état de transe, et les neuroscientifiques qui l'ont étudié ont vu que l'état dans lequel elle était un état différent d'un état hallucinatoire. Donc ça ne peut pas être confondu avec une hallucination. Et que par ailleurs, ça reproduisait des états de type schizophrénie, dépression, épisode maniaque, épisode dépressif, mais sans l'aspect pathologique, quoi. Donc on est sur un état bien spécifique, quoi. Nicolas, explique-nous comment tu le vis, toi, ça, quand il s'agit d'une sortie de corps. En fait, on a l'image naïve il suffit que tu ailles là-bas, tu reviens, tu nous dis ce qu'il y a, et puis c'est tout, quoi. Ça a l'air simple. Donc pourquoi est-ce que ce n'est pas si simple que ça? Pourquoi est-ce que c'est pas si simple que ça? Parce que pour moi, la volonté n'est pas suffisante. C'est-à-dire que c'est pas parce que je veux aller dans un endroit, par exemple dans la pièce test, que je vais effectivement y aller. Il faut que ça soit une impulsion d'ordre de type émotionnel même, je dirais, quelque chose qui ne passe pas par ma tête, mais par mes tripes.
Et c'est seulement cette impulsion, cette espèce d'envie d'avoir une réponse, mais c'est une envie profonde qui va me permettre de faire cette sortie de corps. Typiquement, les sorties hors du corps sont très souvent liées à quelque chose d'émotionnel. Pendant longtemps, beaucoup de mes sorties hors du corps étaient dirigées vers la tombe de ma grand-mère. J'ai eu beaucoup de mal à faire le deuil de son départ. Et donc, pendant très longtemps, et d'ailleurs ça a été un travail avec Sylvie et surtout avec Claude Charles, sur justement l'acceptation de ce deuil, etc., pour ne pas focaliser toutes mes sorties hors du corps vers la tombe de ma grand-mère, et donc du coup pour pouvoir faire ce type de recherche. Parce que c'était un peu embêtant, il aurait fallu mettre des choses sur la tombe de ma grand-mère, ça aurait été compliqué. Donc, ouais, ça faisait un peu loin aussi. Ceci dit, tu as fait quelques vérifications, puisque tu voyais des choses qui étaient sur la tombe, et puis le week-end suivant, tu allais vérifier si c'était là. Oui. Oui, bien sûr, mais scientifiquement, ça aurait pas tenu le coup. Il aurait fallu fermer le cimetière, mettre un dôme au-dessus, je sais pas. Bon, donc, voilà, l'émotionnel est très important pour moi pour focaliser sur ma sortie. Généralement, lorsque je m'inquiète d'un de mes proches ou de mon compagnon, si je fais une sortie hors du corps, instinctivement, je vais me projeter vers le lieu où se trouve la personne pour qui j'ai une pensée particulière. Tu as parlé du facteur émotionnel et de la curiosité aussi, qui était un moteur pour toi dans un autre débat. Le facteur curiosité aussi, c'est quelque chose sur lequel on peut jouer peut-être plus facilement, non ? Oui, c'est quelque chose sur lequel on peut jouer plus facilement. Et d'ailleurs, Sylvie et Claude Charles l'ont fait pour essayer de me motiver à aller dans la pièce. Oui, on s'arrangeait pour provoquer des événements, des bruits ou mettre des objets insolites pour voir s'il allait être attiré. Alors, mais je voulais revenir aussi sur le fait que là, on parle véritablement que d'une seule des sorties de corps que tu fais, parce qu'il y a d'autres façons où tu es hors de l'émotionnel complètement, et que la sortie se fait sur un autre plan de réalité, on peut dire. Oui, c'est ça. Mais c'est ce type de sorties-là qui sont en dehors de l'émotionnel ne peuvent pas valider, ne peuvent pas être validées parce que je pars vraiment trop loin. Et alors aussi, comme voilà, c'est là où on voit aussi le fait d'être en conscience du phénomène ou pas. Parce que Nicolas, par ailleurs, vit donc des phénomènes de vie. Il peut faire de la vision à distance, et à ce moment-là, il est complètement en conscience de vivre le phénomène, et il le vit en conscience, et il le mène jusqu'au bout dans la conscience totale. Tandis que dans la sortie du corps, il y a vraiment un moment où ça se passe plus au niveau d'une conscience consciente. C'est autre chose qui met en œuvre la sortie, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, ça reste encore un peu une énigme. Quand tu dis que tu vas trop loin, c'est-à-dire que tu quittes ce monde, quoi, c'est ça ? Tu vas ailleurs, tu sors dans une autre réalité ? Alors, une autre réalité, je ne sais pas, mais en tous les cas, plus sur la Terre. Je me retrouve dans le cosmos, avec des étoiles, des planètes, des choses comme ça. Alors, est-ce que c'est notre univers ou est-ce que ça en est un autre ? Je n'ai malheureusement aucun moyen de vérifier. Mais voilà. Pour moi, ces expériences-là, elles sont plutôt récréatives et contemplatives. C'est les expériences que je fais tous les soirs avant de m'endormir. Juste avant de m'endormir, chaque soir, ça m'arrive. D'ailleurs, ça m'aide à lâcher pour la journée, c'est chouette. Et voilà, pour moi, c'est du contemplatif et du récréatif. La notion de voyage astral, c'est quelque chose qui te parle ? Ça ne fait pas partie de ton vocabulaire ? Ou pour toi, c'est le même phénomène, avec des degrés ? Alors, ou tu ne veux pas en parler, peut-être ? Ça fait pas partie de mon vocabulaire, effectivement, voyage astral, parce que tout ce que j'ai pu entendre autour de ce terme-là, tout ce que j'ai pu lire, même si je lis pas énormément, je sais lire, hein, mais je lis pas énormément, ça ne correspond pas à ma vision. Et c'est surtout que lorsqu'on parle à une multitude de gens du voyage astral, ils se font une idée assez précise et trop précise, à mon avis, du phénomène. Et donc, il peut pas y avoir
comment on va dire, de neutralité en utilisant ce terme. Alors je l'utilise pas, je suis pas contre, hein, mais je l'utilise pas. Est-ce que tu fais des rêves normaux? Ah oui, heureusement. Est-ce que pour toi c'est la même catégorie de phénomène finalement tout ça? Alors, Rêve lucide aussi peut-être du coup. alors rêve lucide, oui, ça m'arrive, plutôt d'avoir l'impression de pouvoir gérer mon rêve, de me rendre compte que je suis dans un rêve et du coup de faire à peu près ce que je veux à l'intérieur. Après, je pense que le rêve peut être mêlé avec la sortie hors du corps. C'est-à-dire qu'on peut, pendant une nuit, pendant la sieste, si on fait des rêves pendant la sieste, passer du rêve à la sortie hors du corps, revenir dans le rêve. Peut-être qu'on peut même rêver hors de son corps. J'avoue que pour moi, c'est assez nébuleux tout ça. Et lorsque je suis dans ce domaine-là, dans le domaine de l'onirisme, je préfère ne pas me poser de questions et vivre pleinement ce qui se présente. D'accord. Il y a un autre truc que je trouve fascinant aussi dans ton vécu, c'est que quand tu es donc hors du corps, tu as cette sensation finalement de ne plus être toi-même et de ne plus être individualisé finalement, et que tu es l'objet, enfin que tu es la pièce dans laquelle tu te trouves, que tu ne fais qu'un avec tout ce qui est présent devant toi. Comment est-ce que toi tu peux décrire ça? Je trouve que tu le décris très bien. C'est vrai que lorsque je fais une projection, lorsque je sors de mon corps et que je me retrouve dans l'endroit où ma conscience se projette, j'ai l'impression d'être l'endroit. Mais tout, c'est-à-dire à la fois la matière de cet endroit, c'est-à-dire si je me projetais ici dans cette salle, je serais à la fois le sol, les sièges, mais aussi les personnes qui sont dans la pièce, et toutes les informations qui existent à l'instant même dans la pièce, c'est-à-dire toutes les pensées que vous pouvez avoir, etc. C'est vraiment une sorte de comment on va dire, de boule d'information, et j'ai l'impression d'être cette totalité d'information. Et lorsque je réintègre mon corps, il y a très rapidement, j'ai l'impression que mon cerveau, mon mental, ou une partie de moi, ou la conscience corporelle, je vais l'appeler comme ça, essaie de remettre ça en ordre sensoriellement, qu'elle puisse se dire tiens, ça correspond à une information visuelle, ça correspond à une information olfactive, ça c'est une information plutôt auditive, ça c'est quelque chose d'ordre de la pensée, et voilà, j'arrive à me refaire une image à peu près correcte de l'endroit dans lequel je me suis projeté. Je voulais dire... Ça c'est intéressant parce que ça rejoint ce qu'on vit dans les expériences de mort imminente, enfin ce que racontent les témoins d'expériences de mort imminente. Mais vas-y Clochard. Non, je voulais juste revenir sur Nicolas parce que c'est quand même un cas particulier, c'est un peu l'Obélix des états modifiés de conscience, Nicolas. Donc par exemple, pour travailler la vision à distance, lui c'est venu comme ça. C'est pas Fabrice tout à l'heure nous a expliqué très bien expliqué comment on pouvait procéder, mais chez lui c'est naturel. La sortie hors du corps, il y a des gens qui passent des années à vouloir sortir avec des techniques ou sans techniques de leur corps et n'y arrivent pas. Et puis pour d'autres phénomènes, c'est la même chose. Donc c'est là l'ambiguïté de la chose, c'est que Nicolas, c'est quand même un cas particulier. Même en lui-même, il a tellement de facettes de vivre le même phénomène que des fois, on peut même plus vraiment se baser sur quelque chose de scientifique. Hein. Ça relève presque de la poésie. Hein. Et... Ouais, moi je voulais dire, tu disais que ça ressemble aux expériences de mort imminente, et ça c'est pas courant. Par exemple, nous on a vu des centaines de personnes qui vivent des sorties hors du corps. Je crois que Nicolas est le seul qui nous a décrit cette sensation de faire, d'être l'endroit où il se trouvait, d'être une conscience beaucoup plus globale, qui est quelque chose qui est décrit dans les expériences de mort imminente. Et puis l'autre chose que je voulais dire, oui, ce qui était intéressant, c'est quand c'est aussi le seul qui nous a décrit cette sensation de vraiment avoir accès à une information, comme dans un état de connaissance, on va dire, immédiat, et puis qu'ensuite son cerveau le retraite, en fait, va essayer d'intégrer cette information et d'en faire quelque chose de cohérent. Et ça pourrait expliquer, par exemple, pourquoi, et ça c'est très courant dans les sorties hors du corps, souvent les scènes qui sont décrites sont justes, et il y a un élément
qui n'est pas juste. Il y a un élément qui n'est pas à sa place, une porte qui n'est pas au bon endroit, ou un vase qui est là, qui ne devrait pas être là, ou vice-versa. Et on a l'impression qu'il y a des fois, il y a des bugs, justement, dans cette espèce de retravail que fait le cerveau par rapport à cet accès à une information brute, finalement. Donc ça, c'est assez intéressant dans sa façon de décrire ça, parce que c'est un des seuls qui le décrit comme ça. Il y a encore beaucoup de travail, en fait, pour comprendre... tout ça, il y a beaucoup de recherches à faire. Alors, on peut peut-être passer au phénomène quand même de clairaudience. Les voix, ces fameuses voix. On peut évoquer. Ça serait intéressant parce que je pense que ça intéresse tout le monde aussi. Oui. Parce que moi, il me semble que en plus, ça t'a amené aussi à une certaine spiritualité, alors que dans un premier temps, tu étais plutôt réticent. Tu n'étais pas fermé à ça, mais tu étais méfiant, disons, il me semble. Et que là, tu t'es mis à entendre des voix. C'est quoi ces voix? C'est qui? Est-ce que c'est des guides? C'est des anges? C'est quoi? Déjà, on va replacer dans le contexte pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on avait une demande de la personne qui nous finançait de faire une étude sur la clairvoyance. Donc, le but était le suivant. Il y avait plusieurs séries de 4 enveloppes et mon objectif, l'objectif de la personne qui était testée, était d'avoir une enveloppe sur ces 4 enveloppes, de la toucher ou de faire ce qu'elle voulait et de trouver l'image qui était dans cette enveloppe parmi les 4 images du lot. On te soumettait ensuite. Voilà. Donc on a commencé ces tests-ci. Au départ, par des techniques un peu classiques pour moi. Voilà. Puis un jour, lors de ces tests, je sais plus si c'est d'abord ça m'a dit. Tu peux me dire que c'était assez bon les résultats. Ouais, déjà pas mal. Tiens, vas-y, explique. Bah, disons qu'avec ce protocole, en fait, le hasard aurait voulu qu'on ait 25% de réussite. C'est-à-dire qu'il avait une chance sur 4 de tomber juste, de choisir la bonne image parmi les 4 qu'on lui proposait. Et on avait fait l'expérience avec un certain nombre de personnes qui avaient toujours à peu près 30% de réussite. Donc c'est un petit peu plus que le hasard, mais ce qui est considéré comme déjà bien pour un protocole de ce type. Et puis on a eu l'idée de tester Nicolas, et Nicolas avait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il utilisait vraiment ses capacités d'intuition, on peut dire, et il avait à peu près 30% de réussite. Voilà, je te laisse décrire la suite. Et puis, Puis un jour, en fait, j'ai commencé à entendre... Oui, mais il faut dire qu'au préalable... C'est ça qui en est... Il va trop vite, là. Au préalable, on a observé qu'est-ce qui était performant chez Nicolas pour utiliser au mieux ses capacités pour avoir un résultat plus probant. Et c'est à la suite d'un petit test initial pour voir ça que s'est révélé la possibilité de faire le test, d'exécuter les tests de la façon dont ils ont été faits. En l'occurrence, ça avait démarré comme ça, puisque Nicolas avait certaines capacités aussi à un moment donné, il donnait des soins à des personnes, et puis quand il donnait le soin à la personne, il recevait des informations. Donc on a eu l'idée de lui dire, on va mettre l'enveloppe sur une table de soins, et puis tu vas faire comme si tu faisais un soin à l'enveloppe. Et c'est ce qui s'est passé. Alors le premier test... c'était ça, puis il reçoit des infos, il dit j'entends une musique disco, c'est bizarre, je vois un Indien, je vois un policier, je comprends pas, mais bon, moi je savais quelles étaient les photos, j'ai tout de suite compris, et effectivement, dans l'enveloppe, il y avait une image du groupe disco Village People. Donc on a dit, ok, là on a bouclé, on a dit, demain on s'y met vraiment, et le lendemain, on commençait les tests avec lui. Ça, c'était un test préparatoire, ouais. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. J'ai commencé à entendre d'abord cette musique, puis donc on a continué les tests avec l'huissier. J'ai entendu des musiques. Il y avait quoi? Il y avait du Edith Piaf. Il y a eu aussi Claude François, Charles Trenet, enfin, des musiques très très actuelles. En plus, ça faisait pas partie de tes goûts, quoi. Ça, faut le dire, ça faisait pas partie de ta culture. Pas vraiment. À la rigueur, Edith Piaf, bon, pourquoi pas, mais bon, Charles Trenet. Puis... Bon.
Donc ces musiques t'indiquaient la cible, c'est ça qu'il faut dire. C'est ça, voilà. Donc les musiques m'indiquaient la cible. Il y avait quoi? Edith Piaf, c'était la foule, et puis il y avait une photo d'Edith Piaf. Non, c'était Charles Trenet, c'était le rendez-vous, le soleil est rendez-vous avec la lune. Voilà, et c'était une photo d'une éclipse. Voilà. Alexandra, il y a une photo de Claude François. Donc tu te mets à entendre des sons. C'était le phare d'Alexandrie, je sais plus. Enfin bon, un truc comme ça. Tu entends des sons, des extraits de musique. J'entendais des sons, des extraits de musique. Correspondent en fait à une des images. Et donc, du coup, tu peux identifier l'image facilement comme ça. Voilà, j'identifiais une des 4 images. Alors là, à l'époque, moi, je voulais pas connaître les résultats, donc je disais bon, voilà, je fais mes sélections et puis on vérifiera après. Donc on continuait. Et puis après, j'ai commencé à entendre des mots, des phrases. J'ai plus en tête des petites énigmes, comme par exemple n'est pas des bois mais très drôle. Ah oui, c'était Muriel Robin. Des jeux de mots, des petits poèmes. Ah oui, ouvrons-lui le ventre et sortons-en le trésor. Et césarienne. Ah oui, c'était un accouchement césarienne. Je crois que j'avais choisi du caviar. Je m'étais planté. Ouais. Enfin bon. Des fois, tu n'avais pas les codes en fait pour identifier le truc. Voilà, oui. C'est ça qui est intéressant, c'est que lui nous transmettait les informations. Bon, le test voulait que ce soit lui qui donne les réponses, mais nous, à partir du moment où on avait les infos, on pouvait choisir dans les 4 images. Et alors lui, des fois, il aurait pu avoir beaucoup plus de résultats positifs, mais il y avait des choses qui n'étaient pas de sa connaissance, donc il a hésité et s'est trompé dans le choix. Mais sinon, à mon avis, il pouvait arriver jusqu'à 85% de résultats. Il faut dire que donc tu as fait 79%, voilà, c'est ça 79% de réussite, ce qui était 79 bonnes réponses sur 100. Sur 100. Ce qui est un score jamais atteint dans les expériences de clairvoyance classiques. Ouais. Et effectivement, nous, on aurait fait 85%. Mais on aurait fait mieux. On a toujours charrié avec ça. Mais voilà. Donc, comment tu interprètes ce phénomène pour le coup ? Oui, parce qu'il faut que tu dises après comment ça a évolué. Voilà, parce que donc d'abord c'était des petites énigmes, des petites choses comme ça, puis après c'est devenu des sortes de poèmes. Et puis voilà, des poèmes de plus en plus longs et des choses assez moralisateurs sur notre façon d'impacter notre planète ou sur le fait de suivre aveuglément certaines personnes ou certains dogmes. Et à chaque fois, ça correspondait à une image. C'était vraiment assez impressionnant, mais les phrases étaient particulières. Et au départ, quand c'était des musiques et des petites énigmes, ça va, je supportais. Puis quand ça commençait à devenir des longs textes et puis des choses un peu moralisateurs, et puis j'avais l'impression que c'était un petit peu plus péchu de l'autre côté. Quand ça poussait un peu, ça se disait tiens, le canal est ouvert, on va essayer de pousser un peu. J'ai commencé à flipper un peu parce que là, c'est vrai qu'on en rigole. On dit tout va bien, mais oui, on peut attester, je faisais pas le fier. Il a été très mal même. Oui, il voulait plus rester tout seul. Ça t'était jamais arrivé en fait de vivre ça avant? Ah non, auparavant non, ça m'était pas de cette façon-là. C'était complètement inattendu. Là, c'était vraiment de nouveau un protocole. qu'on avait voulu vraiment quand même. Bon, on l'avait pas poussé à l'extrême le protocole, mais c'était fait avec un huissier. Les enveloppes étaient scellées. Ça se voulait quand même scientifique, et on s'attendait pas à un phénomène aussi irrationnel dans ce cadre-là. Donc c'est vrai que c'était tellement inattendu que il y a eu des moments assez difficiles pour Nicolas. Ouais. Parce que jusqu'à maintenant, tous les phénomènes que je vivais, c'était moi entre guillemets qui pouvais qui pouvait les induire, ou les contrôler. J'allais voir ce qui se passait à un endroit, je pouvais sortir de mon corps, je pouvais capter certaines pensées de certaines personnes. Mais là, c'était quelque chose qui était intrusif, que je croyais ne pas pouvoir maîtriser. Et j'ai eu peur qu'une fois ouvertes, les vannes ne puissent pas être refermées. Et puis même pour tout le monde, je pense que c'est l'expérience qui a été le plus troublant. Même nous, ça nous a quand même beaucoup impressionnés, parce qu'on avait vraiment l'impression qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait quelque chose qui interagissait avec nous. Des fois, on a fait des remarques. Oui. En fait, souvent, sous chaque image, il y avait 3 mots qui décrivaient l'image. Et il recevait des textes qui faisaient des fois une demi-page. Et à un moment, je sais pas, j'avais dit, mais pourquoi est-ce que tu reçois pas simplement 3 mots? Ce serait quand même plus rapide, ça irait plus vite.
Et ben la fois d'après, il a reçu t'avais compris serpent Ah oui, de serpent bois. de bois, ouais. Et en fait, c'était serpent boa. Et c'était une photo d'un serpent. C'était ce qui était Donc, il y avait écrit quelque chose derrière la photo. en bas de l'image. photo, ouais. Et donc, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui tenait compte des remarques qu'on faisait. Aussi, un jour, on était très pressés, il fallait qu'on finisse, on a un petit peu débordé au niveau du temps. Et pareil, là, on a lancé l'intention, on a dit, là, faut aller vite, hein, les textes d'une demi-page, c'est pas possible. On avait un quart d'heure pour en faire 3, et il a reçu les 3 mots l'un derrière l'autre. Voilà. Donc, il y avait une espèce d'interaction avec quelque chose. Donc, c'est vrai que c'était très, très troublant à vivre pour toute l'équipe. En fait. C'était étrange, ouais. C'était vraiment très étrange. Après, pour répondre à ta question de qu'est-ce que c'est, parce que je sens bien que tu trépignes, que tu... C'est surtout quand on est pris par le temps, comme tu sais. Et ben, j'en sais rien. Je sais pas. Et puis en fait, j'ai pas envie de savoir. Dans le sens où je veux pas coller d'étiquettes dessus, toujours dans mon idée de garder une certaine neutralité. Je veux pas me dire que c'est des guides, des anges, des diables, ou que sais-je encore, des défunts. Non, en fait, en gros, pour être clair, je m'en fiche de savoir ce que c'est. C'est bien que ça soit là. Mais je veux pas coller d'étiquettes. Chacun pense ce qu'il veut. Mais moi, je colle pas d'étiquette. Parce que tu fais du soin aussi, mais du coup, tu t'es pas médium, tu te considères pas comme étant médium, alors que ça, c'est de la médiumnité, ni plus ni moins. Non. Je suis désolé. Oui, mais bien sûr. Médium, média, oui. Alors d'accord. Dans ce sens-là, dans un sens transfert d'information. Ok. Parce qu'il y a un mot sur lequel qui a résonné en toi. Tu m'as dit ce matin quand j'ai prononcé, c'est le mot éthique. Est-ce que ça a à voir avec ça? Est-ce que pour toi c'est une question d'éthique? Alors pas ça, c'est pas une question d'éthique. Ça, particulièrement le fait de ne pas nommer les choses ou de ne pas vouloir prendre ce type de fonction entre guillemets de médium ou de Chanel ou de choses comme ça. Mais dans mon idée que comment expliquer l'éthique telle que je me la fais, c'est depuis que je suis enfant, j'ai cette capacité de voir des choses qui ne devraient pas m'être accessibles à mes sens. Donc beaucoup de personnes que je rencontre, de certains de mes proches, ont parfois peur que ma curiosité empiètent sur leur vie privée. Et depuis que je suis enfant, je me suis forgé cette éthique de ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc j'aimerais pas qu'on vienne me voir sous ma douche. Enfin, vous. Mais il n'y en a qu'un qui a le droit. Donc voilà, donc je ne fais pas aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. La règle d'or. Oui, c'est un très bon principe. Cependant, tu as attiré l'attention de Frédéric Lenoir quand même avec ce petit test, puisqu'il vous a fait la préface de votre livre. Vous l'avez. Là, du coup, lui, il t'a posé des questions, c'est ça, ou il t'a soumis un petit protocole de ça. Avant d'accepter. Enfin, c'est lui qui a proposé de faire la préface, mais avant d'être sûr de vouloir la faire, il a voulu rencontrer Nicolas, bien sûr, et il a voulu faire ce genre de test. Donc, on avait préparé plusieurs enveloppes. Lui avait préparé 3 questions, et puis au moment où on la soumettait à Nicolas, personne de nouveau ne connaissait la teneur de la question. Il y en avait plein de questions, tout était mélangé. Et il a reçu... c'est ça qui est impressionnant, c'est que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'après cette phase officielle de test, on a continué à poser des questions, on ne sait pas quoi, mais on a continué à poser des questions, et on s'est mis à obtenir des textes vraiment d'une très belle spiritualité. Nous, on a fait la comparaison avec les dialogues avec l'ange dans le livre, puisqu'on raconte ça dans le livre, et des textes qui nous ont beaucoup, beaucoup troublés. Et dans le cas présent, Frédéric a reçu 3 réponses à ces 3 questions, mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est que ça reprend tous les termes de la question. Il n'y a pas d'ambiguïté. On peut presque trouver, en lisant la réponse, on peut, sans décacheter l'enveloppe, savoir quelle était la question. Tellement c'est précis, je veux dire, c'est pas des formules vagues ou générales, c'est toujours très très précis dans les réponses. Donc là, effectivement, il avait été très très troublé, et c'est là qu'il a dit, bon, je veux
je fais partie de l'aventure avec vous. Il a parlé d'une révolution scientifique sur le plateau d'une émission de CNews là, il y a peu de temps. Il parlait de révolution scientifique quand même. Donc alors je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps là, Najib, en fait. Je suis un peu perdu dans le temps avec tout ça. 5 minutes, hein. Donc on va conclure. Parce que toute la problématique, enfin tous ces phénomènes-là, ça amène à la spiritualité. C'est ça la difficulté, en plus, parce qu'on veut faire de la science, mais on se retrouve confronté à quelque chose qui est éminemment spirituel, qui parle, en l'occurrence, à notre cœur, quoi, si on veut pas dire notre âme. Donc comment on arrive à dissocier ça? Et puis parce que je sais que vous avez fait référence par exemple aux recherches de Bernardo Kastrup, qui est un scientifique, philosophe maintenant, mais qui a travaillé au CERN, qui est un spécialiste de sciences cognitives, etc., qui réhabilite ce qu'on appelle l'idéalisme en sciences, et donc l'idée que la conscience est première, quoi. Ouais. Donc vous êtes sur cette ligne-là, je crois, vous-même, en fait. De plus en plus, je veux dire, le moyen pour nous d'expliquer tous ces phénomènes, ce qui nous paraît le plus simple, c'est d'en arriver à ce modèle qui dit que finalement l'idéalisme moniste, hein, c'est que la réalité première, finalement, c'est la conscience. La seule réalité, c'est la conscience, et que la réalité, notre environnement, le monde qui nous entoure, n'a pas d'existence indépendante de notre conscience, n'est qu'une sorte de projection ou d'hologramme de notre conscience. Après, on peut dans la manière dont ça se passe, on peut encore en discuter, mais ça nous paraît être le modèle qui rend le mieux compte de tout ce qu'on observe. Parce que là, on parle des sorties du corps, mais c'est vrai que nous, depuis 20 ans, on recueille des témoignages de toutes sortes et qui sont extrêmement troublants. Je veux dire, le problème souvent en science, c'est qu'on ne tient pas compte des témoignages. Ça reste du domaine, voilà, c'est subjectif, donc on s'intéresse pas assez aux... Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des médecins qui nous disent non, mais les témoignages, c'est pas intéressant finalement. Faut faire de la théorie. Mais bon, mais faire de la théorie sans partir des témoignages, ça paraît quand même un petit peu incroyable. Donc, quand on tient vraiment compte des témoignages, on essaye vraiment de comprendre le modèle qui est derrière tout ça, c'est un des modèles qui, en tout cas pour nous, c'est le modèle qui explique le plus de choses. Ouais. Et donc on est obligé, quand on veut faire de la science, comme le disait Philippe ce matin aussi, on est obligé de laisser ça un peu de côté, malheureusement. Claude Charles, un mot de conclusion sur tout ça? Oui, j'ai rebondi un peu sur ce que disait Sylvie. C'est vrai que tout en essayant de garder une approche scientifique de la chose, nous on a une multiplicité énorme de témoignages, donc on est obligé, nous, de rentrer dans l'humain. On peut pas, quand on est confronté à des personnes qui sont dans le mal-être avec leur vécu, on peut pas commencer à leur expliquer la conscience, c'est ci, c'est ça. On est obligé de mettre les mains dans le cambouis quelque part, hein, et justement d'être plus proche de la résonance que du raisonnement, hein, et échapper justement à essayer de leur faire comprendre que la place du mental dans tout ça, la place de la conscience, vraiment essayer de les ouvrir au maximum, et puis de garder un peu justement un côté humain. Il y a quelqu'un ce matin qui a parlé d'amour, enfin une relation humaine plus vraie que si elle passe trop par l'aspect scientifique. Et d'ailleurs, c'est toi qui as parlé des dialogues avec l'ange ce matin, hein, et il y a une belle phrase dans les dialogues avec l'ange, qui est presque un haïku, c'est « voler n'est possible que sans elle ». Et je trouve que c'est très joli comme formule. C'est truffé de belles phrases, hein, ce bouquin, de toute façon. Tu veux rajouter quelque chose, Sylvie, non? J'ai eu plein de choses, mais du coup, je pensais pas que tu allais me redonner la parole. Non, parce que je vois que tu reprends le micro. Non, je voulais confier le mot de la fin à Nicolas, en fait. Justement, comment toi, tu vis tout ça aujourd'hui? Est-ce que justement, tu es apaisé, tu le vis dans un lâcher-prise, dans la sérénité, ou que c'est quelque chose qui continue un peu à t'oppresser ou... Alors non, ça m'oppresse pas. Je le vis. Il faut dire, excuse-moi, que tu l'utilises au quotidien finalement. C'est ça, tu peux citer peut-être quelques anecdotes quand tu es dans le tramway ou ce genre de truc. Enfin voilà, c'est assez marrant, oui. Quand même. Oui, c'est vrai que moi ça fait partie de ma vie. Puis ça fera, je l'espère, toujours partie de ma vie. Si je venais à le perdre maintenant, c'est comme si je perdais un sens, comme si je devenais aveugle. Je l'utilise entre guillemets, enfin, tous les jours au quotidien dans ma pratique. Moi, je suis infirmier. Et dans les services, lorsqu'on gère une vingtaine de personnes, c'est assez pratique de pouvoir, entre guillemets, être 2 endroits à la fois. Parce que lorsqu'on est dans une chambre en train de faire un pansement ou faire des choses moins ragoûtantes, ça nous permet de voir ce qui se passe dans le reste du service. Et puis, c'est utile aussi, comme tu viens de le dire, pour les tramways,
pour ne pas payer 1,69 € de ticket. Mais c'est pas bien, hein, parce que après, si on se plante, on peut avoir 60 € d'amende. Mais ça ne m'est jamais arrivé. Mais c'est important ce qu'il dit, parce que ça montre qu'en fait, on peut vivre ce genre de phénomène et pas du tout être dans la spiritualité aussi. C'est ça, et tu oses parler d'éthique. Voilà. Oui, non, mais oui. C'est-à-dire, voilà, après, ça dépend où on se place. Enfin, il y a mais des villes où les transports en commun sont gratuits aussi, hein, donc c'est vrai. Bon. Oui, alors c'est rare, mais oui, ça arrive. Juste une chose aussi, c'est vrai que je voulais dire, nous, on n'a pas de technique, on n'enseigne pas de technique pour sortir hors de son corps. Moi, souvent, on me demande comment tu fais, dis-moi, tu as des techniques? Non, j'ai pas de technique. Moi, je le vis, c'est comme ça. C'est comme si... Obélix. Comment? Obélix. Voilà, c'est comme Obélix. Il n'a pas besoin de boire de la potion magique. D'ailleurs, je vais quand même essayer la technique de Fabrice ce matin, voir si ça rajoute une couche. Mais ce que je veux dire, c'est que j'incite pas les personnes à vivre ce type d'expérience. Je leur dis pas oui, c'est génial, allez-y, vivez-le. Moi, quand on me voit et quand j'en parle, je le fais de manière bon enfant, et puis ça paraît cool, mais ça touche à l'émotionnel. Et j'ai vécu des phénomènes qui sont pas aussi amusants que ça, toujours dans ce type d'état modifié de conscience, des choses perturbantes. Donc c'est bien de vouloir explorer ce genre de choses, mais ne forcez pas, parce que sinon vous risquez d'être confronté à une partie de vous-même que vous voulez peut-être pas forcément voir. Dernier mot? Non, je voulais juste dire que pour vivre ces phénomènes, c'est vrai qu'il est important d'avoir un psychisme stable, parce que sinon on est vite déséquilibré et on peut même sombrer. Merci beaucoup. Je pense que Nicolas va revenir sur cet aspect, j'imagine. Merci infiniment à tous les trois.